Madame Sanchez. Oui, merci. Un peu étonné que cette présentation soit faite par les services, puisque c'est quand même un sujet politique. Nous avons reçu il y a quelques jours une invitation de Madame Luttrot pour une formation sur le budget vert. C'est vrai que les écologistes appellent ce budget vert de leur vœu depuis le début du mandat. Et le mail d'invitation nous rappelle que la loi de finances 2024 impose désormais aux collectivités de plus de 3500 habitants de publier à partir de cette année une annexe budgétaire intitulée « Impact du budget pour la transition écologique ». Depuis 2023, nous avons également noté que la maquette du CP est désormais d'une annexe fixant un cadre national relatif aux critères d'éco-conditionnalité. Éco-conditionnalité, c'est un terme également que nous appelons de nos voeux assemblée après assemblée. Pour les 5 volets du CPER, une liste nationale de critères impose de considérer la performance écologique des projets ainsi que des clauses relatives à l'emploi et à l'insertion sociale. Je cite le rapport, le principe d'éco-conditionnalité doit donc être appliqué comme élément d'appréciation transversale de l'ensemble des projets du contrat de plan et exclure du financement du CPER des projets qui auraient des incidences néfastes pour l'environnement. Vous nous avez rappelé, Monsieur le Président, que le contrat aujourd'hui présenté n'est qu'une consolidation du contrat présenté en 2023 auquel vous avez intégré l'avenant mobilité, comme le demandait d'ailleurs Odile Orphelin dans son intervention de juin 2023. Le préambule du contrat rappelle à juste titre les multiples crises auxquelles nous sommes exposés et les discours de politique générale ont bien insisté qu'il faut aujourd'hui ajouter la lourde crise géopolitique qui a été ouverte par l'élection de Donald Trump. Avec cette élection, comme avec la montée des extrêmes droites dans le monde, nous notons que, les collègues l'ont dit également, les enjeux climatiques ont tendance à être balayés et que la course folle aux énergies menace l'équilibre et la sécurité du monde. Face à ces périls, les collectivités doivent tenir bon et offrir protection à leurs habitants. Nous regrettons à ce titre que la transition écologique ne soit toujours pas affichée comme priorité de ce plan, avec un total de crédit État-région qui la place à l'avant-dernière position des 5 volets du plan. On y trouve pêle-mêle 100 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments, 56 millions pour les énergies renouvelables, l'économie circulaire, 80 pour la protection de l'eau et de la biodiversité, 3 millions d'euros pour la prévention des risques majeurs, 42 millions pour le renouvellement urbain et enfin 15 millions pour l'adaptation au changement climatique dans une région aux 640 km de côte. C'est ce que rappellera l'amendement numéro 2 que nous présenterons tout à l'heure. Concernant les énergies renouvelables, au moment où l'on a appris il y a quelques jours que les nouveaux EPR ne seraient pas livrés au mieux avant 2038, Rudy L'Orphelin l'a souligné, faute de devis et de garanties techniques et financières sur la viabilité même de ces projets. La région Normandie, et ça a bien été rappelé par vos mots même, Monsieur le Président, s'illustre par une obstination idéologique contre l'éolien et le solaire, des énergies qui sont pourtant immédiatement disponibles et compétitives avec de très bons potentiels sur la région. Avec seulement 1 gigawatt de puissance éolienne terrestre installée sur le territoire et tout juste 2% de la puissance solaire installée à l'échelle nationale, la Normandie est en phase de décrochage, alors que tous les scénarios prospectifs de l'ADEME ou comme de RTE soulignent la nécessité impérieuse d'agir dans cette décennie, pas attendre 2038 ou 2040, contre le changement climatique. Ce sera le sens de notre amendement numéro 1. En ce qui concerne les mobilités maintenant, nous notons certes un renversement de la tendance par rapport à la première phase du CPER 2021-2022 où nous avions largement déploré un investissement dans des projets routiers qui étaient à l'époque du double de celui dans le ferroviaire, 260 millions d'euros pour le routier à l'époque contre 134 pour le ferroviaire. Alors c'est vrai que l'avenant 2023-2027 renverse aujourd'hui ce rapport avec 580 millions d'euros pour le ferroviaire où sont inclus les SERM, contre 225 millions pour le réseau routier. J'ai lu le 14 mars dernier, alors voilà, vous lisez peut-être le journal du BTP, Le Moniteur, qui a publié un dossier très intéressant sur les routes, qui était intitulé, et c'est un signe, « Reconstruire la route sur la route », avec ces questions en préambule, et si le réseau routier avait atteint son apogée, et si désormais les travaux ne se résumaient qu'à de l'entretien et de la maintenance. On sait l'état de dégradation des ouvrages et du réseau, et voilà, aujourd'hui on a une responsabilité à travailler sur l'entretien et la maintenance de l'existant.
avec ce constat qu'en pratique, je cite toujours le Moniteur, ce recentrage sur l'existant a d'ailleurs déjà produit ses effets dans les entreprises comme chez les donneurs d'ordre, avec une transition des métiers de la route qui s'accompagne, cela va sans dire, d'interrogations financières. Après l'arrêt brutal de l'A69 sous le coup d'une décision de justice inédite, assisterions-nous donc à un enterrement sans tambour ni trompette d'un vieux projet d'autoroute A133 et A134 à l'est de Rouen. Les réalisations en cours, soulignées dans le contrat sur les têtes sud et nord du pont Flaubert à Rouen, qui achèverait ainsi un contournement de la ville par l'ouest, comme l'avait dit Jean-Louis Borloo au moment de l'inauguration du pont Flaubert, semblent peut-être aller dans ce sens d'un enterrement d'un contournement par l'est. Pour le ferroviaire, en revanche, si nous saluons une volonté affichée d'investir, nous regrettons cependant un manque d'ambition qui permettrait d'accélérer une mise en place massive des reports. Il faut bien donner des solutions pour effectuer ce report de la route vers le fer, que ce soit pour les voyageurs, mais également pour le fret. Alors on note que par la volonté des élus de la métropole Rouen-Normandie, les travaux du SERM de Rouen vont effectivement pouvoir se concrétiser avec près de 300 millions d'euros d'investissement entre les travaux et les études. Nous déplorons en revanche que pour le SERM de Caen, on reste à peu près au point mort avec à peine 2,5 millions d'études. Alors peut-être que c'est le manque de volonté politique des élus locaux qui en est une explication, mais on ne peut pas entendre que ce serait un manque de moyens au moment où la région Normandie, on l'a suffisamment souligné, reste l'une des dernières régions de France à refuser de mettre en place le versement mobilité des entreprises au profit de la mobilité des Normands, y compris des salariés de ces entreprises, et du transport de marchandises. C'est un manque à gagner, vous avez dit 50 millions d'euros, France Urbaine l'a chiffré à 40 millions d'euros, qui amènera là encore au décrochage de notre région par rapport à toutes celles qui sauront prendre ce train. On est bien loin, Monsieur le Président, du plan Marshall ferroviaire de votre programme électoral, et nous allons ainsi d'abandon en abandon. Pourtant, on sait que la mobilité des Normands est un enjeu majeur face aux crises, y compris en zone rurale. Alors, quid de la réouverture des petites lignes, entre guillemets? On a cité tout à l'heure Canflair. On a cité également la liaison entre les préfectures voisines d'Évreux et de Rouen, auxquelles vous renoncez aujourd'hui. Quid du développement des transports en commun, du réseau cyclable, et effectivement les travaux du Mantois aujourd'hui qui sont gelés face à une présidente de région Île-de-France et à vos amis politiques élus dans les Yvelines. Donc bien sûr, nous anticipons ce futur rendez-vous autour de la LNPN. On est bien d'accord sans doute qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'une LGV Paris-Le Havre qui était finalement assez irréaliste et déconnectée des besoins réels des habitants normands et franciliens. En revanche, le tronçon LNPN du Mantois, lui, est indispensable, y compris pour les franciliens. Et il faut donner à la Normandie ses propres sillons. C'est la seule région qui n'en dispose pas. Et puis rappelons qu'il faut des tonnes de marchandises pour alimenter l'Île-de-France.